Bonjour mes chers étudiants, contente toujours et heureuse de vous retrouver une nouvelle fois au niveau de ce module théorie générale des obligations. Au niveau de cette séance, Inch'Allah, on va traiter l'exécution des obligations après avoir bien sûr débordé dans la séance précédente les modalités d'exécution de l'obligation. Ce qu'on peut dire au niveau de l'exécution des obligations, c'est que l'obligation, lorsqu'elle naît, elle naît valablement, elle doit s'exécuter par les parties qui sont concernées. Et bien sûr, cette exécution, elle peut être volontaire, comme elle peut être une exécution forcée. Commençons par l'exécution volontaire qui s'effectue par le paiement de l'obligation. Le paiement de l'obligation constitue un mode d'extinction normal de l'obligation. Si on paye, c'est-à-dire si on exécute l'obligation, elle s'éteint. En fait, l'exécution de la prestation due par le débiteur peut porter soit sur le paiement d'une somme d'argent, soit la livraison d'une marchandise, soit l'exécution d'un service. C'est ce qu'on vise par le paiement de l'obligation, l'exécution de l'obligation. Donc, en outre, l'exécution de l'obligation, elle peut se révéler sous diverses formes, à savoir le paiement pur et simple. Aussi, le paiement peut s'accompagner d'une subrogation ou le paiement de l'indu. Commençons par le paiement pur et simple. Le paiement de l'obligation met en rapport plusieurs éléments, à savoir la personne qui est chargée du paiement, la personne qui va bénéficier ou qui va recevoir ce paiement, le lieu du paiement, le moment du paiement. Donc, concernant la personne chargée du paiement, qui est la personne qui est chargée de l'exécution de l'obligation. Cette personne chargée du paiement, on l'appelle le solvant. Celle-ci, son visage, soit en la personne du débiteur lui-même, soit son mandataire, soit son représentant légal. Cependant, il existe quand même certaines exceptions à ce principe. C'est-à-dire, il y a des cas où le tiers peut agir à la place d'un débiteur. C'est le cas, par exemple, de la gestion d'affaires, comme on l'a déjà traité au niveau de la gestion d'affaires, au niveau des sources d'obligations. Aussi, c'est le cas du tiers subrogé, un tiers qui se subroge ou qui se substitue au débiteur afin d'effectuer le paiement. Par exemple, le cas de l'assureur qui peut se subroger au débiteur pour payer le montant d'indemnisation ou d'indemnité à la victime, par exemple, d'un accident de circulation. Aussi, le paiement par délégation, c'est un paiement qui est fait par le délégué qui règle la dette à la place du délégant. On peut parler aussi du codébiteur, comme on l'a déjà traité au niveau de la solidarité passive, ou aussi le cas de la caution qui peut amener, qui peuvent effectuer des paiements à la place du débiteur. Donc, la personne maintenant qui peut recevoir paiement, c'est une personne qu'on appelle en matière civile l'accipient. Normalement, c'est le créancier qui va recevoir, c'est pas qui doit, mais qui a le droit de recevoir le paiement.
ou encore on a son mandataire ou ses héritiers. Cependant, il arrive que le créancier, par exemple, refuse les sommes qui lui sont offertes. Donc, quelle est la solution en matière civile à ce niveau-là? Dans ce cadre, l'article 275 du Dahir des obligations et contrats précise que si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit lui faire des offres réelles, c'est-à-dire un paiement direct en faisant une offre de paiement à son domicile par acte d'un agent de greffe. Et en cas de refus du créancier d'accepter cette offre-là, le débiteur doit procéder à leur consignation au greffe du tribunal de première instance. Donc, il doit y avoir une consignation au greffe du tribunal de première instance afin d'éviter la demeure du débiteur. Donc, par ailleurs, l'article 275 du Dahir des obligations et contrats précise que si l'objet maintenant, l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution lorsque la chose est susceptible de la consignation. Certes, selon l'article 238 du Dahir des obligations et contrats, le paiement doit être effectué sous peine de nullité entre les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir. Or, si le paiement a été fait à une personne qui n'a pas le droit de recevoir le paiement, bien sûr, le débiteur ne va pas se libérer de son obligation, sauf exception, c'est-à-dire sauf dans certains cas qui sont bien sûr déterminés par la loi, si le créancier ratifie ce paiement, même tacitement, ou si l'on a profité, ou si le paiement a été autorisé par le juge. Maintenant, l'objet du paiement. L'objet du paiement, on l'appelle la dette. C'est la dette qui constitue l'objet du paiement. Or, bien sûr, des problèmes peuvent se poser sur plusieurs niveaux qu'on va détailler. En premier lieu, si la dette consiste dans une somme d'argent. La question qui se pose ici, elle se pose au niveau de la prestation exactement due qui doit être fournie. Sous cet angle, il convient de signaler que le paiement d'une somme d'argent peut s'effectuer en espèces, comme il peut s'effectuer par d'autres moyens bancaires, par exemple le paiement par chèque. Et dans ce cadre, le paiement s'effectue au moment de l'encaissement du chèque. Par ailleurs, lorsque la dette s'envisage dans un bien, la dette dans ce cas comporte la mise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison. En second lieu, le paiement de la dette aussi peut poser un autre problème quant à la quantité de la dette. Normalement, à ce niveau, on peut signaler que le paiement de la dette consiste en un paiement total. Donc, la dette, elle doit être payée totalement, sauf dans certains cas exceptionnels où le créancier ne peut refuser, bien sûr, le paiement partiel de la dette, tel que, par exemple, un paiement d'une lettre de change. En troisième lieu, le paiement
peut être divisible, c'est-à-dire fractionné selon des échéances. Ce cas peut être autorisé, par exemple, par le juge qui accorde au débiteur des délais modérés et ordonne le paiement fractionné de la dette. Quant à la valeur du paiement, elle se détermine dans la même quantité, la même qualité et même espèce portée dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Bien sûr, le lieu, compte-lieu de paiement, selon l'article 248 du Dahir des obligations et contrats, le lieu de paiement de la dette peut se déterminer soit par la nature de la chose, soit par la convention des parties. Et à défaut de convention, l'exécution elle est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux et difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer de sa dette partout où se trouve le créancier. Le moment de paiement. Pour le moment de paiement, il s'effectue en terme ou à terme ou à échéance fixée par le contrat, conformément à l'article 135 du Dahir, des obligations et contrats. Cependant, dans certains cas, le juge peut accorder un délai de grâce. Au lieu de la volonté des parties, il y a là le juge qui intervient pour déterminer le moment de paiement de la dette. On a dit que le paiement il peut s'effectuer soit personnellement par le débiteur, soit par subrogation. Et la subrogation, elle constitue l'opération en vertu de laquelle une personne ou une chose se substitue à une autre. Et cette subrogation, elle peut être soit réelle, soit personnelle. Elle est réelle lorsqu'elle consiste à remplacer une chose par une autre et elle est personnelle lorsqu'elle consiste dans le remplacement d'une personne par une autre. Les sources d'obligation peuvent se déterminer dans plusieurs sources. La subrogation, elle peut être soit conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle découle de la volonté des parties, soit légale. Donc, elle est conventionnelle lorsqu'elle est consentie par ou consentie au subrogé par le créancier ou encore par le débiteur. Et elle est légale lorsqu'elle a lieu de plein droit et en dehors de toute volonté des parties. La subrogation, bien sûr, lorsqu'elle existe, elle donne lieu à plusieurs effets et son effet principal, c'est surtout l'effet translatif. Ainsi que le subrogé, il se substitue juridiquement au créancier qui doit être payé et il acquiert la créance et tous ses accessoires. Par conséquent, la créance subsiste, seulement elle se trouve transmise d'une personne à une autre. Il y a aussi le paiement par compensation. La compensation aussi constitue un mode d'extinction de l'obligation qui suppose que deux personnes soient respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre. Les dispositions qui régissent la compensation se déterminent dans les articles, dans les dispositions des articles 357 à 368 du Dahir des obligations et contrats. Et bien sûr, l'existence de la compensation donne lieu à un double paiement rapide et efficace et contribue à cet effet à établir une sécurité pour le créancier. Ça, c'est pour le paiement volontaire de la dette.
Maintenant, on va parler du paiement forcé de l'obligation. Bien sûr, à ce niveau, on va préciser que le législateur, c'est vrai, il a donné il a octroyé aux créanciers plusieurs droits. Et par conséquent, il lui a mis entre les mains plusieurs garanties qui lui assurent ses droits et qui peuvent se manifester, ces garanties peuvent se manifester dans des garanties générales du droit de créance dont il dispose sur le patrimoine de son débiteur. Et en matière contractuelle, ces garanties découlent d'un principe qu'on a déjà traité au début, c'est le principe de la force obligatoire de l'obligation ou du contrat, la force obligatoire du contrat qui constitue l'un des effets de la formation du contrat. Et selon ce principe, le principe de la force obligatoire, c'est un principe qui impose aux parties d'exécuter leurs obligations contractuelles. Et en cas d'inexécution par le débiteur, le créancier, bien sûr, peut astreindre ce débiteur à fournir la prestation objet de l'obligation. Le paiement forcé, c'est un paiement auquel on peut recourir lorsqu'il y a inexécution de l'obligation par le débiteur, c'est-à-dire lorsque le débiteur refuse ou exécute mal son obligation. Donc, lorsqu'on dit inexécution de l'obligation, soit qu'il y a un refus d'exécuter, soit il y a une exécution mal effectuée par le débiteur. Et dans ce cadre, le législateur a mis en place plusieurs procédés qui assurent les droits du créancier. Notamment, on va parler par exemple lorsque l'exécution est impossible, le créancier peut recourir à la résolution judiciaire telle que prévue par l'article 259 du Dahir des obligations et contrats, ou encore lorsque l'exécution est encore possible, le créancier peut obliger le débiteur à exécuter son obligation. Bien sûr, il peut lui imposer l'exécution soit en nature, soit par équivalence en vertu des dommages-intérêts. En outre, le créancier peut sanctionner lui-même la défaillance de son débiteur en refusant d'exécuter sa propre obligation jusqu'à l'exécution de l'obligation par le débiteur. Ici, on parle de l'exception d'inexécution. Donc, le recours aux voies d'exécution forcée nécessite que le créancier, bien sûr, saisisse le tribunal afin de condamner le débiteur à fournir la prestation ou à honorer une obligation valablement contractée ou à faire exécuter les causes d'un jugement, par exemple, ou les termes de l'engagement. En principe, le débiteur qui a perdu, par exemple, le procès, il doit exécuter volontairement la décision rendue. Cependant, il arrive qu'il s'obstine, par exemple, de ne pas exécuter les obligations qui découlent de ce jugement. À cet égard, la loi prévoit des procédures liées à l'exécution forcée des obligations. Donc, ces voies d'exécution sont régies, bien sûr, par les articles 411 jusqu'à 510 du Code de procédure civile. Mais
ce qu'il faut remarquer, c'est qu'avant le recours à ces procédés d'exécution forcée, le créancier doit tout d'abord mettre en demeure son débiteur, ceci conformément à l'article 255 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Donc, si l'obligation comporte un terme, donc l'échéance de ce terme, l'échéance de ce terme, elle a pour effet de considérer que ce débiteur est en demeure. S'il n'y a pas de terme, si elle ne comporte pas de terme, il faut que le créancier mette en demeure son débiteur, et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut être considéré en tant que débiteur en demeure. Donc, la mise en demeure, bien sûr, elle a été précisée par l'article 254 du Dahir des obligations et contrats, selon lequel le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation en tout ou en partie sans cause valable. En fait, le terme demeure vient du latin mora, qui signifie retard dans l'exécution d'une obligation. Et la demeure du débiteur, comme on l'a déjà précisé, elle est établie selon des situations, soit qu'il est constitué, que le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme qui est précisée au niveau de l'acte constitutif de l'obligation, soit en cas d'absence d'une échéance, il est constitué en demeure par l'interpellation formelle, qui est la mise en demeure, qui se concrétise dans un acte juridique par lequel le créancier enjoint dans les formes légales son débiteur d'exécuter son obligation. Et dans ce cadre, lorsqu'on dit un acte juridique, c'est-à-dire une sommation, le créancier doit adresser une sommation par acte d'huissier permettant à ce créancier de réclamer à compter de sa date des dommages et intérêts. Et il convient de signaler que la mise en demeure constitue la première phase de l'exécution forcée de l'obligation. Et bien sûr, cette mise en demeure, elle doit répondre à certaines conditions formelles qui ont été précisées par le législateur. Donc, elle doit être établie par écrit, elle doit résulter d'un écrit, conformément à l'article 255 du Dahir des obligations et contrats, de même qu'elle doit comporter un contenu bien déterminé, c'est-à-dire que cette interpellation formelle ou cette sommation, elle doit exprimer la requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable, la déclaration que passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Par conséquent, lorsque le débiteur reçoit la sommation et s'obstine à refuser l'exécution de l'obligation, sa demeure est d'ores et déjà établie, ce qui donnera au créancier le droit de le contraindre par plusieurs moyens et aussi de demander des dommages et intérêts. Bien sûr. Donc, par ailleurs, le créancier peut demander aussi la résolution du contrat si l'exécution n'est plus possible, en plus des dommages et intérêts. Donc, l'inexécution de l'obligation par le débiteur donne lieu soit
au créancier, soit le droit de ce créancier de demander l'exécution plus dommages et intérêts, soit encore, si l'exécution est impossible, de demander la résolution judiciaire en plus des dommages et intérêts. Et pour contraindre le débiteur, on peut parler ici des procédés d'intimidation et en plus des procédés d'exécution. Les procédés d'intimidation, ils peuvent se révéler dans l'astreinte et aussi dans la contrainte par corps. Donc, l'astreinte, c'est lorsque le juge condamne une personne à se libérer de son obligation et dans ce cadre, il peut assortir son injonction d'une astreinte afin d'intimider et de pousser le débiteur à exécuter son obligation. Bien sûr, cette astreinte, elle doit répondre à plusieurs conditions. Par exemple, elle doit être prononcée d'office par le tribunal. Et lorsqu'elle existe, elle a des effets, bien sûr. En plus de l'astreinte, on a la contrainte par corps qui est un emprisonnement, qui se constitue dans un emprisonnement du débiteur en vue de l'amener à exécuter ses engagements. Donc, ce n'est pas une répression pénale, mais c'est un moyen de pression sur le débiteur. Bien sûr, la contrainte par corps, elle doit répondre à certaines conditions. Et il y a des exceptions dans lesquelles elle ne peut s'appliquer, notamment des exceptions qui tiennent à l'âge du débiteur. Les procédés d'exécution se révèlent dans la saisie et ici, on a la saisie conservatoire qui peut se transférer en une saisie exécutive. Si, bien sûr, le débiteur ne répond pas à ses obligations. En plus, il y a la saisie arrêt que le créancier peut exercer et qui est une mesure conservatoire qui vise à bloquer entre les mains d'un tiers saisi les créances ou les meubles que celui-ci détient pour le compte du débiteur saisi jusqu'au jugement de validité qui donnera lieu à une mesure d'exécution et qui permettra au créancier de se faire attribuer les biens saisis jusqu'à concurrence du montant de la créance. Donc, je vous souhaite bon courage, mes chers étudiants, et bonne année universitaire.